citation d'Emmanuel Macron ce soir, et il y a des mots extrêmement clairs. Je ne suis pas aveugle, je mesure le malaise démocratique. Oui, la manière de gouvernement doit changer profondément. Première citation. Autre citation qui va apparaître. Vous pouvez me faire confiance pour agir jusqu'en mai 2017. Mais Antoine Léaumont, sur la première partie, je reconnais un malaise démocratique, il faudra gouvernement. C'est parfait. Pour vous, c'est ce que vous demandez. Il y a un malaise démocratique, il faut gouverner différemment. Alors non, nous on pense qu'il faut carrément changer la Constitution, parce que par ailleurs, il y a encore des articles dans la Constitution qui sont un peu problématiques. L'article 49.3 pour faire passer en force les budgets, c'est problématique. L'article 16 de la Constitution qui autorise le président à avoir les pleins pouvoirs, c'est très problématique. Mais par ailleurs, il fait une chose et son contraire. Il dit qu'il faut gouverner différemment, et puis il se comporte comme s'il allait être le président omnipotent des Français. Il est en train de nous faire un programme de politique générale. Mais pardon, M. Macron n'aura pas de majorité à l'issue des élections législatives. Donc M. Macron sera impuissant à faire quoi que ce soit, à moins que son objectif soit d'activer les pleins pouvoirs avec l'article 16. Là, auquel cas, il pourra effectivement faire ce qu'il veut. Mais c'est compliqué. Sur la question l'analyse d'Alain Chaine va nous éclairer, mais c'est assez compliqué. Ouais. Sur la question du gouvernement démocratique, on n'y sera plus du tout. Par ailleurs, sur les questions de sécurité, enfin quand même, je m'étonne. Ça fait 7 ans que M. Macron est au pouvoir. Alors qu'est-ce qu'il a fait sur la sécurité? Vous savez, les policiers, ils ont un sujet qui est un sujet majeur pour eux, mais un sujet hyper simple. Ils ont un logiciel qui ne fonctionne pas. Les policiers que j'ai interrogés dans le cadre de l'enquête que j'ai faite sur la lutte contre le trafic de stupéfiants à l'Assemblée nationale, ils nous disent ils perdent 30% de leur temps de travail avec ce logiciel qui ne fonctionne pas. Un logiciel qui ne fonctionne pas. Donc, déjà, on commencerait par régler des problèmes concrets de ce type-là. Vous libérez des moyens de police. Et puis ensuite, revenir sur la réforme de la police judiciaire, c'est une nécessité. Parce que qu'est-ce que fait M. Macron? Que fait M. Darmanin? Ils ont une idée qu'il faut mettre du bleu dans les rues. C'est ça qu'ils disent. Il faut mettre du bleu dans les rues. Par ailleurs, je trouve ça très méprisant pour les policiers. Mais ils disent qu'il faut augmenter la présence policière sur le terrain. Pardon, mais justement, il y a une baisse du taux d'élucidation. Pourquoi? Parce que justement, l'élucidation des questions de sécurité, ça se passe pas forcément toujours sur le terrain. Il faut de l'enquête, il faut du temps de travail, qui est parfois un petit peu caché, et il faut du travail sur le long terme. Et ça, malheureusement, c'est ce que ne fait plus le gouvernement. Si on veut démanteler les réseaux de trafic de stupéfiants, eh ben, il faut aller taper dans le haut du panier. Attraper les gens en bas de la rue, ça règle le problème pendant les 2 jours. C'est aussi ce que demandent les Français. C'est aussi ce que demande une partie des Français. C'est tranquille en bas de chez eux. D'avoir plus de gendarmes et de policiers dans nos rues, dans nos villages. Et pardon, vous parlez de bilan. Non, vous parlez de bilan. Vous avez mal écouté nos propositions. Non, mais je les ai écoutées notamment depuis 2017. Vous demandiez vous-même des renforts et à tous les étages, à la fois sur le terrain, mais aussi bien évidemment pour élucider les affaires. Absolument. Et je vais donner juste un chiffre. Après, je vais dire M. Lédiri ce week-end. Il y a eu une réduction de 70% du narcotrafic à Marseille, du fait des opérations que nous avons menées depuis plus de 2 ans et du fait qu'on a fait de la lutte contre le narcotrafic, une priorité. Et ça, c'est un bilan. Monsieur Lemont, quelques secondes après, j'ai un M. Lédiri. Justement, précisément, le problème qui est posé, c'est que pour démanteler les réseaux, il faut aller taper dans le haut du spectre. Et taper dans le haut du spectre, ça veut dire régler les questions de financement, par exemple. C'est à Dubaï, du trafic de drogue. Bien sûr. Et justement, si on veut régler les problèmes, il y a aussi des questions de relations internationales à mettre en place. Et justement, pour régler ces problèmes de sécurité, la solution facile, c'est de dire allez, on met des policiers partout et comme ça, on va avoir une impression de sécurité. Ça règle pas forcément le problème de la sécurité. Et justement, si on veut régler ce problème-là, il y a 2 choses à faire, à mon sens, et d'ailleurs, c'est ce que nous proposons. Une police de proximité, une police qui se rapproche au plus près du terrain. Ça, oui, ça, c'est une nécessité, mais c'est pas ce que vous avez fait. Et ensuite, une police judiciaire qui fait du travail d'enquête sur le long cours. Monsieur Lédiri, sur le malaise des budgets, Monsieur Verviers. Attendez, on va tout. Attends, ce n'est pas un débat à 2, c'est un débat à plusieurs. Monsieur Lédiri, commencez par je reviendrai. il faut pouvoir. Monsieur Lédiri, il faut pouvoir. Sur la reconnaissance, c'est un président de la République qui, quand même, le mot est fort, qu'on soit macroniste ou pas, le malaise démocratique. Qu'est-ce que vous pensez de cet aveu, de cette forme de mea culpa et de ce qu'il faut en tirer comme conséquence? Je crois qu'il est assez étonnant d'entendre Emmanuel Macron. Ce n'est pas la première fois dire qu'il va tout changer, que lui-même va changer, que la manière de gouverner va changer. On l'a entendu après les Gilets jaunes, on l'a entendu à différents moments. Sur la sécurité, pourquoi, pendant les 7 années où Emmanuel Macron a été président de la République, pourquoi ces gouvernements n'ont-ils pas fait mieux sur la sécurité et davantage, pour mieux prendre en considération le fait notamment qu'aujourd'hui, ce qui préoccupe la police, c'est de voir qu'elle est désarmée juridiquement. Et si nous avons... C'est ce qu'on entend souvent, c'est en gros, nous on fait notre travail sur le terrain, mais la justice ne fait pas le sien. Alors, il y a la question de la justice, ça c'est encore autre chose, mais c'est la présomption de légitime défense. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un policier ou qu'un gendarme fait usage de son arme de service, notamment par rapport à des
situations sur le terrain qui peuvent mettre en danger soit les forces de l'ordre, soit d'autres citoyens, eh bien, on se retrouve très souvent avec des policiers, des gendarmes qui se retrouvent en garde à vue, qui se retrouvent ensuite poursuivis judiciairement alors qu'ils n'ont fait que l'exercice de leur mission. Ah non. Ensuite, moi, je suis très étonné d'entendre des représentants de la LFI se préoccuper de la sécurité alors que nous savons, et on le voit dans votre programme, que tout votre intérêt, c'est de désarmer la police. Non. Donc, vous n'avez pas bien écouté. Vous êtes encore moins bien qualifié que Emmanuel Macron. Vous n'avez pas bien écouté et vous avez dit une grosse bêtise sur la question de l'usage des armes à feu. Et après, on referme sur la police parce que je voudrais l'analyse d'Anne-Charles Bézinas sur le scrutin. Allez-y, je vous laisse répondre après. C'est effectivement une proposition du Rassemblement national qui s'appelle la présomption de légitime Absolument. défense. Ce qui existe dans le domaine de la défense pour les militaires. Alors, c'est-à-dire qu'il existe déjà dans le code actuel une légitime défense et que précisément cette légitime défense entre avec un certain nombre de règles et de cadres, mais que assez précis, et que les policiers ne sont pas au-dessus des lois. Voyez-vous, les policiers sont là pour appliquer la loi, pas pour l'enfreindre. Donc, quand un policier fait usage de son arme dans un cadre qui est illégal, il est légitime que le policier aille devant la police pour être jugé pour le crime qu'il a commis. Avec puisque notamment le rôle de tuer quelqu'un, par exemple, avec son arme à feu, quand ce n'est pas légitime, eh bien, ça s'appelle un meurtre. Et un policier n'est pas au-dessus des lois. J'écoute ce débat entre l'actuel bloc présidentiel et le bloc lepéniste avec, je dois dire, beaucoup de curiosité. Alors, d'un côté, on a l'actuelle majorité présidentielle qui dit on va faire plein de trucs. On dirait qu'ils sont pas au pouvoir. On dirait qu'ils sont dans l'opposition depuis 7 ans. Et puis, en face, il y a les gens qui nous avaient promis monts et merveilles. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance, pouf, allez, ça on raye, ça on raye, ça on raye. Qu'est-ce qu'on raye? On est en train de rayer toutes les mesures sociales chez Marine Le Pen et Jordan Bardella. Tout ce qui potentiellement était quelque chose qui allait en opposition avec la politique d'Emmanuel Macron, tout ça s'est rayé pour faire la même politique économique qu'Emmanuel Macron. Juste de la dette publique, monsieur, non, entraîner la France dans le budgétaire. Non, c'est pas ça. Quand on veut tenir compte de la dette publique, ce qu'on fait, c'est qu'on finance ces mesures. Et vous n'avez pas travaillé. Vous êtes des paresseux, vous ne travaillez pas. Nous ne sommes pas des paresseux. Si, vous êtes des paresseux, vous ne travaillez pas, et ensuite vous arrivez, vous dites, oh là là, on va devoir gouverner le pays potentiellement, et on n'a rien préparé. Nous, on prépare un gouvernement depuis des années, et nous sommes prêts. Nous, on a chiffré notre programme. C'est ce que dit aussi Non, on est les seuls à on a beaucoup parlé de ça. 300 milliards d'euros. Madame Bézina va s'arrêter de travailler bientôt. Messieurs, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a un problème, Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que là aussi, comme on le faisait avec Emmanuel Macron, quand il parle, eh bien, ça a des conséquences négatives sur le nouveau Front populaire. Alors moi, ça m'amuse beaucoup, je dois vous dire, de voir François Hollande tacler Jean-Luc Mélenchon. Parce que quand je fais des porte-à-porte, moi sur mon tract, il y a ma tête, et puis à côté, il y a Jean-Luc Mélenchon. Et quand je fais des porte-à-porte, les gens disent « Ah oui, Mélenchon, ça d'accord, ça j'y crois ». Et par contre, il y a des gens qui me posent la question, mais par contre, pourquoi vous êtes avec François Hollande? Et je dois bien dire que quand on a vu la circonscription de la Corrèze choisir Monsieur Hollande comme candidat, on est un peu tombé des nues. Parce que honnêtement, s'il y a quelqu'un qui, pour ce qui concerne la gauche, a fait beaucoup de mal, c'est Monsieur Hollande. Alors, fossoyeur, c'est le mot qui est revenu en réponse. Non mais l'idée qu'il y a derrière les questions de personnes. Et là, je veux bien alerter nos téléspectateurs, parce qu'il y a une campagne de diabolisation qui est faite contre Jean-Luc Mélenchon. Ça fait partie de la vie politique habituelle. Ceux qui n'ont pas d'idée ont généralement tendance à s'en prendre aux personnes. Mais derrière les personnes, et c'est ça ce sur quoi je veux alerter nos compatriotes et vos téléspectateurs, c'est que derrière les questions de personnes, il y a des questions de ligne politique qui sont posées. La signature de Jean-Luc Mélenchon au bas d'un programme qui dit le SMIC à 1 600 €, retour sur la retraite à 64 ans comme l'a fait M. Macron, etc., etc., répartition de l'impôt, rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. La signature de Jean-Luc Mélenchon au bas d'un document programmatique, ça vaut quelque chose. Ouais. C'est quelqu'un qui s'est préparé à gouverner le pays et qui a réfléchi aux manières de mettre en œuvre un programme qui est un programme radical. Mais ce n'est pas ce qui lui est reproché. Ce qui lui est reproché, c'est son côté radical. Simplement, mais précisément, attendez, excusez-moi, mais pour appliquer un programme qui dit partage de la richesse, rétablissement de l'ISF, SMIC à 1 600 €, retour sur la retraite à 64 ans, il va peut-être falloir des gens qui sont un petit peu compétents pour le faire. Mitterrand était moins radical. Je vous dis juste, oui, ben d'accord, mais il a accouché d'Emmanuel Macron. Donc effectivement, il était un petit peu moins radical. Moi, je dis juste, j'ai vu ce qui s'est passé aujourd'hui sur Internet. Moi, je regarde, vous savez, j'étais responsable de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon. J'ai regardé ce qui s'est passé aujourd'hui sur Internet. Je vois François Hollande qui sort de sa boîte et qui dit il faudrait mieux que Mélenchon se taise. Et voici l'intégralité de Twitter qui dit non, Monsieur Hollande, ça serait mieux si c'était vous qui vous taisiez. Et juste, je le dis juste, mais il y a eu un hashtag aujourd'hui qui a été lancé qui est je soutiens Mélenchon. Il y a plus de 50 000 tweets sur ce hashtag. Il m'avait échappé. Je veux bien qu'on passe notre temps à taper sur Jean-Luc Mélenchon, mais je constate qu'il y a quand même beaucoup de gens qui l'aiment bien. Moi, ce que je trouve assez sidérant en réalité,
c'est que souvent Jean-Luc Mélenchon est présenté comme quelqu'un qui aurait une ambition illimitée, etc., etc. Bon, je constate. Non, mais c'est pas ça le sujet pour Jean-Luc. Et c'est lui qui s'invite pour Matignon. Moi, je le connais bien, Jean-Luc Mélenchon. Hein. C'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé pendant 10 ans. Je suis une personne très proche de Jean-Luc Mélenchon. Je peux vous en parler en long, en large et en travers, si vous voulez. Et Jean-Luc n'est pas quelqu'un. Jean-Luc n'est pas en mal d'ambition. Je veux dire, c'est bon, le travail est fait. Il a marqué l'histoire d'une manière assez large de l'histoire de la gauche. Si jamais il n'était pas là, la gauche ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'est lui qui a fait 22% dans l'élection présidentielle et qui a porté le programme politique que nous avons porté dans l'élection présidentielle. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que Jean-Luc, pour le coup, lui se met en retrait, contrairement à ce qui est dit. Il se met en retrait. Il n'est pas candidat dans l'élection législative. C'est parce qu'il a dit hier face à Célébdo. Je vous dis la chose suivante. Jean-Luc, je suis prêt à gouverner. Jean-Luc Mélenchon, mais parce qu'il l'est. Jean-Luc Mélenchon est prêt à gouverner. Je veux gouverner, qu'il soit le prêt. Non, il a dit qu'il était prêt à gouverner et que ni il s'imposait, ni il s'excluait. C'est ça la formule exacte. Je veux gouverner. Mais je vous dis quand même quelque chose. Quel autre responsable politique de ces dernières années a fait émerger la nouvelle génération de leaders politiques que nous connaissons aujourd'hui? Jean-Luc Mélenchon n'est pas quelqu'un qui est bouffi d'ego ou de prétention ou de je ne sais quoi, c'est quelqu'un qui travaille de manière collective. Jean-Luc Mélenchon a construit une équipe qui est prête à gouverner le pays. Je suis prêt, moi aussi, à gouverner le pays avec mes camarades. Nous avons travaillé, nous avons bossé nos sujets. Et quand on nous dit que notre programme est irréalisable, etc., c'est faux. Nous sommes les seuls à avoir fait un chiffrage précis. Oui, c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, ça coûte cher, mais ça rapporte aussi. Parce que quand on augmente les salaires, quand on augmente les salaires, ça crée de l'activité. Mais votre politique marche pas. Votre politique marche pas. Vous êtes à 3 000 milliards de dettes. Vous êtes à 3 000 milliards de dettes et vous faites des leçons d'économie. Réponse GMTV. Merci beaucoup à tous les 5 d'avoir été sur le plateau ce soir.